Dans la Silicon Valley, un nouveau fantasme est né. L'idée que nous pourrions rapidement avoir une espérance de vie très longue. L'idée que vivre 1000 ans n'est pas un fantasme de science-fiction ou issu d'un mouvement sectaire, mais pourrait être une réalité technologique. La mort de la mort semble être devenue quelque chose de réalisable à l'échelle de quelques générations. D'où vient cette rupture dans notre rapport à la mort? Pourquoi est-elle née en Californie? Quelles en sont les implications? Je voudrais vous en dire quelques mots. Si certains pensent que la mort de la mort, pour reprendre le titre d'un de mes derniers livres, est aujourd'hui possible, c'est parce que l'explosion de ce qu'on appelle les technologies NBIC, les nanotechnologies qui permettent d'agir à l'échelle du milliardième de mètre, les biotechnologies, notamment la génétique, l'informatique et puis la cognitique, c'est-à-dire les sciences du cerveau, de l'intelligence artificielle et de la robotique, sont en pleine explosion. Un certain nombre de sociétés, comme HLI, se sont fixées pour objectif de faire reculer la mort grâce à la conjonction du big data, c'est-à-dire de la gestion de grosses bases de données médicales, avec de puissants serveurs informatiques, avec des analyses médicales couplées à notre génome. Mais le plus troublant, bien sûr, c'est que l'entreprise la plus puissante au monde, Google, s'est fixée pour objectif de faire reculer la mort dès le XXIe siècle. Bien sûr, si ce n'était pas Google, on en rigolerait. Sauf que c'est Google, l'entreprise la plus puissante au monde, l'entreprise la plus riche au monde, l'entreprise qui a les meilleurs cerveaux au monde. Donc, ce fantasme est crédibilisé de par la puissance technologique et financière de Google. Google a créé un certain nombre de sociétés qui travaillent dans le domaine de la santé, et notamment Calico, qui a débouché plusieurs des meilleurs cadres de l'industrie pharmaceutique et plusieurs des meilleurs chercheurs dans la lutte contre le vieillissement dans le monde. Google s'est fixé un objectif qui est d'atteindre jusqu'à 20 ans d'augmentation d'espérance de vie humaine d'ici 2035. Si Google réussissait avec son coup, cela signifierait que d'ici 2035, nous ne nous rapprocherions pas de notre mort. Bien sûr, il s'agit peut-être d'un fantasme technologique qui ne se réalisera pas. Mais dans l'hypothèse où Google réussirait, vous voyez les implications philosophiques, médicales, politiques, sociales que cela entraînerait pour nos sociétés. Cet objectif de lutte contre la mort, il s'est accentué il y a quelques années et il est aujourd'hui centré sur les sociétés de la Silicon Valley. Quelles sont les raisons pour lesquelles des sociétés comme Google se lancent aujourd'hui dans un défi de cette nature, qui est davantage un défi de nature religieuse, politique et philosophique qu'un défi managérial traditionnel? La première raison, c'est une raison justement idéologique. Les actionnaires de Google, Sergey Brin et Larry Page, et les principaux cadres de Google, notamment Ray Kurzweil, l'ingénieur en chef et le chef du développement, et Vint Cerf, qui travaille chez Google et qui est le co-inventeur du web, sont ce qu'on appelle des intellectuels transhumanistes. Le transhumanisme est l'idéologie qui pense qu'il est légitime d'utiliser tout le potentiel des nanobiotechnologies pour tuer la mort, développer une intelligence artificielle supérieure à l'intelligence humaine et coupler l'intelligence humaine, le cerveau humain, avec des composants électroniques. Google ne s'est pas lancé comme seul défi que de faire reculer la mort au XXIe siècle. Google est le leader mondial de la robotique, Google est rentré dans la lutte contre le diabète avec des lentilles permettant de mesurer la glycémie, vous connaissez la Google Glass, la Google Car est la première voiture qui se conduit toute seule sans conducteur, Google est le leader mondial en téléphonie mobile, le leader mondial de l'intelligence artificielle, etc., etc., etc. La deuxième raison, c'est que Google pense qu'à l'ère de la génétique, qui va générer des milliards et des milliards et des milliards de données, et de la multiplication des capteurs médicaux, dans ce déluge de données qui va arriver dans la médecine de demain,
Google pense être le mieux placé pour traiter ce déluge de données, ce tsunami de données. Enfin, la troisième raison, une analyse plus rationnelle cette fois-ci, Google et ses dirigeants sont persuadés que les technologies NBIC dont je viens de parler sont en train d'arriver à maturité et vont permettre de faire, à tort ou à raison, des progrès cruciaux dans la lutte contre le vieillissement dès notre siècle. La raison pour laquelle on a aujourd'hui des avancées potentiellement spectaculaires dans le monde de la médecine, c'est que les technologies qui sont sous-jacentes aux technologies NBIC sont toutes des technologies de nature exponentielle, c'est-à-dire qui sont explosives, qui se développent extrêmement vite et qui ne suivent pas une courbe linéaire, mais qui croissent extrêmement rapidement. C'est le cas, par exemple, du séquençage ADN, dont le coût a été divisé par 3 millions sur les 10 dernières années. C'est le cas de la puissance informatique. La puissance des serveurs informatiques a été multipliée par 1 milliard en 31 ans. 1 milliard en 31 ans. Si vous prenez le coût des enzymes qui permettent de couper l'ADN, ce qu'on appelle les nucléases, et de changer un morceau d'ADN, leur coût a été divisé par 1000 sur les 9 dernières années. Le coût du séquençage ADN a été divisé par 3 millions en 10 ans. La puissance informatique qu'il y a dans un iPhone 5S est 15 millions de fois supérieure à la puissance informatique qu'il y avait dans la fusée Apollo 11 qui a emmené 2 hommes sur la Lune en 1969. Et je le disais tout à l'heure, la loi de Moore, du nom du fondateur d'Intel, les microprocesseurs, la loi de Moore explique que la puissance des serveurs informatiques est fait fois 1 milliard en 31 ans. Cette explosion de la puissance informatique permet d'arriver à des niveaux de contrôle, de compréhension et demain de bricolage du vivant de plus en plus spectaculaires. Bien sûr, le vivant est très complexe et il ne faut pas sous-estimer la complexité de l'organisation biologique, génétique, de nos tissus, de nos cellules. La lutte contre le vieillissement et la mort est tout sauf une promenade de santé. Mais d'un autre côté, la puissance des technologies qui vont permettre d'attaquer les principaux problèmes médicaux qui se posent dans le cadre du vieillissement sont tout à fait explosives et laissent penser à des acteurs comme Google que cette explosion de la technologie permettra rapidement d'arriver à des résultats dans l'augmentation de notre espérance de vie. Il faut voir que les premiers ordinateurs hexaflops, c'est-à-dire réalisant 1 milliard d'opérations par seconde, 1 milliard de milliards par seconde, seront mis en marche dès 2019. En 1997, pour avoir une puissance de 1000 milliards d'opérations par seconde, ce qui est nécessaire pour faire un séquençage ADN, il fallait 9298 machines dans une immense ferme de serveurs informatiques. Aujourd'hui, la puce d'Intel, Knights Corner, qui tient dans le creux de la main et qui pèse 7 grammes, réalise 1000 milliards d'opérations par seconde. 3 grandes vagues technologiques vont arriver dans les années qui viennent. D'abord, l'hybridation de notre corps avec des composants électroniques, qui se développent de plus en plus rapidement, jusqu'au cœur artificiel, les rétines artificielles dont les premières ont été implantées en 2012-2013, et puis les implants intracérébraux dans certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Deuxième vague technologique, l'ingénierie du vivant. Changer notre ADN, c'est l'ingénierie génétique. Régénérer nos tissus par les cellules souches, et puis la réalisation d'organes entiers par l'ingénierie tissulaire. On a même réussi en éprouvette à fabriquer de petits morceaux de cerveau il y a quelques mois, ce qui a fait la couverture des grandes revues scientifiques internationales. De même, Nature, qui est la plus grande revue scientifique au monde, a fait sa couverture il y a quelques mois de la réalisation chez ces 2 petits singes de multiples manipulations génétiques qui ont réussi pour toutes les manipulations souhaitées sauf une, ce qui témoigne du fait que nous devrions pouvoir, dans les années qui viennent, dans l'espèce humaine, techniquement, je ne dis pas que ce soit souhaitable politiquement, nous devrions pouvoir faire des manipulations génétiques multiples dans l'espèce humaine. Et puis, troisième vague technologique, la nanomédecine, qui est embryonnaire et qui est le fait d'agir à l'échelle du nanomètre, du milliardième de mètre, pour régénérer nos organismes. La nanomédecine est vertigineuse, je ne rentre pas dans les détails. Finalement, si on regarde les perspectives de la nanomédecine, 2015, c'est la démocratisation du séquençage ADN,
2020, la démocratisation de l'utilisation des cellules souches et de la thérapie génique, et puis la nanomédecine, c'est à partir de 2025. Jusqu'où cela peut-il nous mener? Si vous prenez un enfant qui naît aujourd'hui, il n'aura que 86 ans en 2100. Imaginez ce que sera la puissance technologique en 2100. Il est probable que l'espérance de vie humaine sera déjà peut-être de 150, 180 ans, ce qui permettrait à certains des enfants qui naissent aujourd'hui d'atteindre les années 2200 et de bénéficier là encore de progrès nanobiotechnologiques absolument extraordinaires. De saut en saut, il est possible que les enfants qui naissent aujourd'hui, en tout cas que certains d'entre eux, atteignent des espérances de vie très longues. Non pas avec la technologie de 2014, de 2015 et de 2016, mais avec celle de 2030, de 2050, de 2070, de 2100, puis de 2150. Et je le répète, n'oubliez jamais qu'un enfant qui naît aujourd'hui sera encore relativement jeune en 2100. Je fais partie de ceux, comme les dirigeants de Google, qui pensent que la première personne qui vivra 1000 ans est probablement déjà née, grâce aux progrès technologiques de demain. Je ne suis pas sûr que ce soit un objectif souhaitable, je ne suis pas sûr que ce soit bon pour la société, et d'ailleurs, il est tout à fait possible que dans la société du XXIe siècle, il y ait des oppositions extrêmement fortes entre ce qu'on appelle les bioconservateurs, c'est-à-dire les gens qui veulent freiner le progrès biotechnologique, car ils considèrent que la modification biologique et génétique de l'espèce humaine est inacceptable d'un point de vue philosophique et religieux, et puis les transhumanistes, comme les dirigeants de Google et notamment Ray Kurzweil, qui considèrent qu'il est légitime de créer un homme 2.0 pour faire reculer la mort et augmenter les capacités humaines. Il est tout à fait possible que cette opposition entre les bioconservateurs et les transhumanistes soit un clivage politique majeur au XXIe siècle, remplaçant le clivage droite-gauche que nous connaissons aujourd'hui. Je vous remercie.